Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir voulu participer, je dirais même activement, à ce workshop axé sur le dessalement au Sénégal, multi-approche et contribution à la formation et la recherche universitaire. Il faut dire que ces travaux, c'est des travaux qui ont démarré au laboratoire de chimie minérale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec le professeur Oumar Sarr et donc qui continue aujourd'hui depuis maintenant à Ziguinchor. Comprenez que le dessalement, c'est pas seulement l'eau de mer. Vous avez les eaux souterraines qui sont très salées, mais moins que l'eau de mer, qui sont aussi très riches en éléments minéraux qui ont besoin d'être éliminés partiellement. Et donc cela aussi c'est le dessalement. Voilà, monsieur le directeur général, avec votre permission, nous allons juste passer le film. Le département vient de bénéficier d'une station pilote de dessalement par osmose inverse d'un coût global de plus de 35 000 € grâce aux instituts de technologie des îles Canaries. Qui permettent donc d'avoir les pressions de fonctionnement au niveau donc de chaque partie. Ça nous permet de pouvoir manœuvrer de plusieurs manières avec les étudiants. Donc ça, c'est un fonctionnement en série. Donc il y a plusieurs configurations possibles. Et donc ces configurations nous permettent vraiment de pouvoir faire aussi bien des travaux pratiques. On fait l'analyse avant pour voir la qualité de l'eau. La première solution est là, comme vous le voyez. Et la deuxième solution aussi est là. Les chercheurs dans le domaine du dessalement de l'eau estiment que c'est un outil qui va sensiblement révolutionner le traitement de l'eau s'il fait l'objet d'une appropriation à l'échelle institutionnelle. Il y a la volonté de le résoudre. En tout cas, nous sommes très heureux de présenter cette unité pour que demain, lorsque le Sénégal sera en plein régime dans le dessalement, qu'on puisse bénéficier de ressources humaines, des jeunes formés. La séance de démonstration sur le fonctionnement de la station pilote de dessalement par osmose inversée renseigne à suffisance sur les résultats probants enregistrés dans l'utilisation de l'outil. Le département de chimie de l'université Assane Seck de Ziguinchor veut œuvrer à son appropriation à une échelle plus vaste au regard des défis de l'heure en matière d'accès à l'eau potable. Les populations de Ndiafat et de Sibassor dans le département de Kaolack peuvent pousser un ouf de soulagement. Et vous dire bonjour à tous nos collègues universitaires et chercheurs présents dans la salle. La recherche et l'innovation sont les boosters universels de tout développement durable. Il n'y a pas un pays au monde qui s'est développé. Il n'y en a pas. Que ce soit l'Europe, les Amériques, la Malaisie, Singapour et autres qui n'ont pas investi dans et pour la recherche et l'innovation. Et le secteur qui nous réunit ce matin est un secteur fondamental. Il n'y a pas de vie sans eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. La science le démontre. Nous le vivons quotidiennement dans les livres sacrés. Reparcourez tous les livres sacrés. Alors qu'il n'y avait pas encore de laboratoire ou de notions sur le chlore et autres. Dieu lui-même dit, c'est pas moi qui parle, hein. Moi je ne sais rien du tout. Je suis un tout petit pratiquant. Dieu lui-même dit, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé à partir de l'eau. Ouais. Quand on vient à la science d'aujourd'hui, si vous prenez le globe terrestre, vous mettez les terres et les îles d'un côté, et vous mettez les eaux de l'autre, les océans, les mers, les lacs, les rivières, l'eau sur le globe terrestre, son chiffre précis, d'après ce que j'ai lu, est de 71,113%. Quand on fait un cours, on dit 70%. Le corps humain et les corps des animaux et autres sont constitués, comme le corps humain, de 71,113%. La coïncidence est troublante et devrait faire réfléchir.
L'eau, c'est la vie. D'où qu'elle puisse venir, quel que soit le traitement qu'elle puisse subir, il suffit simplement qu'elle soit saine, propre, non infectogène et non pathogène. L'eau, c'est la vie. Donc vous êtes là sur un terrain pratique et concret d'application de la recherche pour des besoins quotidiens, vitaux de tous les humains et de tout ce qui doit leur servir dans leur vie à titre d'alimentation et de boisson. Il ne faut pas que ce workshop soit un workshop traditionnel avec de belles idées, de belles résolutions. Il faut que, de manière concrète, c'est pour ça que je salue vraiment très concrètement l'effort que la coopération espagnole qui vous a décrit d'où viennent le eau pour pouvoir vivre et survivre, que toutes les compagnies qui s'occupent d'eau dans ce pays sont présents. Je le dis parce qu'il faut que, c'est un peu le rôle des observateurs, vraiment de manière concertée et pratique, vous puissiez vous asseoir et définir des axes de recherche concrète, applicable et appliquée tout de suite, parce qu'on n'a pas une minute à perdre. Je veux dire, un humain qui reste 24 heures sans consommer de l'eau va vers la maladie et la mort. Donc, vos discussions doivent être concrètes, pratiques et servies dans le cadre des politiques et de recherche et dans le cadre de tout ce qui a trait à l'hydraulique, à l'assainissement et autres. Donc félicitations Tourfia et toute l'équipe de Ziguinchor et toutes les équipes de toutes les universités. Merci à tous nos partenaires. On attend ce qui vous ressort de ce workshop. Faites tout pour que rapidement ça arrive sur la table du ministre. Car si vous lui proposez des choses concrètes, discutez avec nos partenaires qui sont dans l'eau et l'assainissement, CNO, SDE, SONES, COFOR, l'hydraulique et autres. Bon, je suis absolument convaincu, et il vient de l'agriculture en plus, ou la problématique du... Donc, on peut avoir... Là, vous avez un créneau concret de quelque chose qui peut faire booster les choses. Je vous remercie de votre attention. Muchas gracias. Chercheurs, je déclare ouvert le workshop sur dessalement au Sénégal, multi-approche et contribution de la formation et de la recherche universitaire. Bon, pour le contexte un peu, on présente la situation géographique du Sénégal, qui est positionné entre 12 degrés et 17 degrés latitude nord, 11 degrés et 18 degrés longitude ouest. Donc le Sénégal se trouve dans la zone intertropicale, donc avec 700 km de côte, avec une population en 2020 de 17 millions d'habitants. Pour la caractérisation de ces bassins, donc nous avons, pour les bassins qui sont partagés, on a les principaux cours d'eau, comme le fleuve Sénégal, donc le fleuve Gambie et la Kayanga. Donc les potentialités en eau renouvelable ont été estimées donc, par la DGPRE à travers ces études. On a pour le fleuve Sénégal, on a 24 milliards de mètres cubes au maximum. Donc ça varie entre 24 et 15 milliards. Donc pour le fleuve Gambie, on a des potentialités en eau renouvelable de 3 milliards à 2 milliards 500 à 3 milliards. Et pour la Kayanga, on a à peu près 125 millions de mètres cubes. Voilà, ici nous avons la carte hydrogéologique du Sénégal avec les systèmes aquifères, donc les principaux systèmes aquifères. On a le système aquifère superficiel
le système aquifère intermédiaire, le système aquifère profond et le système aquifère du socle. C'était très enrichissant, votre présentation. Ça nous a donné des données concrètes sur le Sénégal qui va nous permettre d'avoir plus d'informations pour le travail de demain. Merci bien. Nous donnons la parole à Madame Ndeye Faty Diop, qui est de la Direction nationale de l'hydraulique. D'accord. Ma présentation va se faire comme suite. Il y aura une introduction. Je vais parler de l'approvisionnement en eau potable au Sénégal, en ce qui se fait en milieu urbain, en milieu rural. Donc, on va parler notamment des taux et des sources d'approvisionnement. Et on va parler du cadre réglementaire avant de faire une petite conclusion. Voilà, on a même atteint les ODD en 2015 avec des taux en milieu rural de 98%, en milieu urbain de 98% et en milieu rural de 87,20%. Donc des taux qui étaient largement dépassés par rapport aux OMD. Aujourd'hui, on est à des taux de 99% pour l'urbain et 96% pour le rural. Ok. Et pour le dessalement, il y a plusieurs technologies. Tenant compte du chaleur ou tenant compte d'approvisionnement en électricité. La plus robuste qui est surtout utilisée ce jour, c'est l'osmose inverse. Mais aussi, quelque part, l'électrodialysis pour les osomâtres. Au début, c'était pas mal des unités de dessalement avec compression de vapeur, même de distillation. Mais partout dans le monde, c'est surtout l'osmose inverse qui est le plus robuste, le plus utilisé. Concernant les énergies renouvelables, même si la plus utilisée dans le domaine de dessalement, c'est la photovoltaïque, l'éolien, il faut tenir compte de l'énergie marémotrice qui n'est pas encore trop développée, mais c'est en train de se développer et c'est sûr que ça sera dans le futur. On va le voir dans le futur. Et le système de contrôle, c'est important que ça soit optimisé pour la ressource énergétique parce que les énergies renouvelables ne sont pas constantes, sauf l'hydraulique. Mais les autres, on a le soleil, on n'a pas le soleil, on a le vent, on n'a pas le vent. Mais la charge, l'unité de dessalement, n'est pas constante. Donc c'est le système de contrôle qui doit être très robuste pour déconnecter l'unité ou baisser la quantité de production selon la disponibilité énergétique à chaque moment. Tout le débat sur le pétrole, notamment le contenu local, devrait être aussi utilisé pour voir comment régler ces problèmes. Le contenu local, c'est un peu tout ce qu'on devrait faire pour capturer une partie du chiffre d'affaires dans le pétrole et le gaz. La loi de répartition des revenus, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour les politiques de développement, l'eau, la santé, l'éducation. Un autre tiers, c'est pour, disons, un fonds de stabilisation. Parce que quand on sera dedans et tout d'un coup les cours, c'est comme c'est très chahuté, les cours vont tomber, on va avoir des problèmes. Donc on garde un tiers pour faire face au creux de la vague et puis l'autre tiers, c'est pour les générations à venir. Donc pour le premier tiers, je crois qu'il faut que ça serve à régler ces problèmes essentiels qui sont liés à l'eau. Donc encore une fois, je pense qu'après, Oufia, vous pouviez bien mettre un petit rapport très succinct au président de la République pour qu'au niveau de la coopération, qu'on essaie de voir comment vous appuyer pour que vous puissiez avoir des relations pérennes. Donc magnifier aussi la relation avec les îles Canaries, qui est très fructueuse, surtout au plan scientifique. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Donc féliciter les collègues et les amis qui sont là, féliciter Oufia, et puis faites au président un petit rapport, je le recevrai, et puis j'en profiterai pour rebondir sur la coopération avec les îles Canaries. Merci beaucoup. En énergie renouvelable et le suivi des unités de dessalement. Et bien évidemment, tout le monde connaît la situation aujourd'hui de l'eau qui est très abondante à travers le monde, mais constituée principalement d'eau des océans et de l'eau saumâtre. Évidemment, l'eau qui est buvable aujourd'hui, c'est les eaux de lacs et certaines eaux souterraines qui ne représentent que 0,07% de la ressource totale.
these topics, and also to identify training needs and capacity building. As you can see, the majority of the stakeholders consider that neither the drinking water supply system, the quality of the water and its costs are satisfactory. The priorities that are most important for you are the operation and maintenance of these desalination systems. Moi, c'est Dr Moustapha Sen. Je suis ingénieur de formation en eau et en assainissement. Je suis également directeur général de Sen Engineering, qui est un cabinet international qui travaille sur l'ingénierie de l'eau. On fournit des solutions d'ingénierie, c'est-à-dire la technologie liée à l'eau, liée à l'assainissement. On fait également des services d'ingénierie, c'est-à-dire des études techniques. Donc, ce qui justifie qu'on est sur le dessalement de l'eau de mer de Dakar. On est également sur la Grande Côte pour les études d'impact environnemental. On est sur beaucoup de petites unités de dessalement qu'on fournit également pour les petites communautés qui fonctionnent sur du solaire sans batterie. Oui, on est conscient que le dessalement déjà ça coûte cher, il faut reconnaître ça. Mais ce n'est pas seulement le dessalement qu'on doit utiliser comme source d'eau. On pense très fermement qu'on a besoin de cette gestion intégrée des ressources en eau. Maintenant, on ne peut pas ne pas utiliser le dessalement parce que les ressources en eau de surface sont beaucoup plus polluées, deviennent de plus en plus polluées et puis limitées même. Même les eaux souterraines, c'est pareil, on a montré les données de la DGPRE. Donc du coup, on a besoin, les populations également deviennent de plus en plus importantes dans les grandes villes, avec l'urbanisation et tout. Donc d'où la nécessité d'avoir cette gestion intégrée, l'utilisation des eaux de surface, l'utilisation des eaux souterraines, l'utilisation de l'eau dessalée, donc de même les eaux usées traitées. Donc pour un peu terminer par rapport à mon intervention, cet aspect réutilisation est très important. Puisqu'on sait que les usines de dessalement, on ne peut pas ne pas les faire parce que ça contribue, mais l'idée c'est comment les utiliser à leur minimum. Une de ces solutions, c'est peut-être la réutilisation. Une autre solution qu'on peut adopter, c'est l'économie d'eau. Est-ce que c'est du mix énergétique? Parce que je n'ai pas vu de batteries. Ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez des batteries spécifiques que vous avez pu développer pour le stockage, l'énergie? C'est la première question. Ou bien est-ce que c'est un mix puisqu'on doit fonctionner 24 heures sur 24 ans pour l'alimentation donc en eau potable? Comment c'est fait au niveau des îles des Canaries? Est-ce qu'il y a quand même une autre source d'énergie qui n'est pas d'énergie renouvelable, qui est mixée pour pouvoir assurer la continuité de service? Pour les unités de dessalement aux îles Canaries, ils sont toujours branchés au réseau. Donc quand il n'y a pas de vent ou de soleil, on obtient l'eau du réseau qui est assurée à travers des carburants de diesel. Je voudrais juste appuyer la question de gestion intégrée de l'eau que mon ami Moustapha a soulevée. Est-ce que des analyses de valorisation des eaux usées traitées et semi-traitées aussi, hein, parce qu'il y a tellement d'étapes de traitement auxquelles on peut s'arrêter pour réutiliser l'eau. Est-ce que ces études comparatives ont été faites par rapport au développement de stations de désalinisation? Je suis d'accord avec ça. Hein. Le Sénégal a toujours été un pays innovateur, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne sur les technologies. On a commencé à faire les stations d'épuration des eaux usées ici, alors qu'en Union européenne, en Belgique, il n'y avait pas de station d'épuration. Voilà, on est toujours vraiment des précurseurs. Et dans la désalinisation, c'est excellent, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on doit mobiliser nos énergies, nos recherches, nos fonds sur cette option-là en négligeant les autres options? On parle de gestion des saumures, hein, c'est pas encore réglé. Mais parce que, bon, à ma qualité de président du comité technique de
réglementation ou assainissement de la SN aussi, on est en train de revoir les normes de rejet. Pardon, j'ai une question. Vous avez soulevé l'utilisation très faible de l'énergie marémotrice. Or, souvent on voit que les stations de dessalement sont à côté de la mer. Quel est le blocage? Comme blocage, c'est une question que la technologie est en train de se développer à ce jour. Pour être concret, dans les groupes électrogènes, on a beaucoup développé la technologie. Dans les marémotrices, on est en train de commencer. C'est seulement ça. Mais c'est sûr qu'on va l'utiliser. Moi, je voudrais dire, très sincèrement, que tout le monde sait aujourd'hui que la recherche et l'innovation, ce sont les principaux leviers qui vont développer nos pays. Si les pays asiatiques se sont développés, mais c'est à partir de la recherche et l'innovation. Moi, je le crois foncièrement. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer le président, je reviens sur ça. Parce qu'à mon avis, la volonté politique n'est pas toujours encore présente. Parce que les fonds qui doivent être injectés, c'est comme la prévention en santé. Les gens n'injectent pas dans la prévention. Alors que quand tu injectes dans la prévention, mais tu économises plus. Aujourd'hui, si nous investissons dans la recherche et l'innovation, je suis persuadé, parce que nous avons les connaissances, nous avons des talents et nous avons tout. Ce qui nous reste, ce sont les moyens pour pouvoir développer nos recherches. La valorisation des résultats de recherche. Nous avons aujourd'hui un projet, et j'aimerais bien que les chercheurs quand même connaissent ce projet qui s'appelle VARIOA. Valorisation des résultats de recherche en Afrique de l'Ouest. Ça fait 2 ans que nous le déroulons ce projet. D'ailleurs, nous avons fait des tournées au niveau de certaines universités où nous disons aux chercheurs sur la propriété intellectuelle, sur les brevets, pour les former vraiment pour qu'ils puissent bénéficier, les motiver pour la recherche. Donc l'expérience qu'on a eue, le retour d'expérience qu'on a eu avec Tchadjaï, ça nous a permis d'améliorer fortement l'installation au niveau de Fatick. Au niveau de Fatick, déjà on a amélioré la partie pré-traitement parce qu'au niveau de Tchadjaï, il n'y avait pas de pré-traitement. C'est juste microfiltration avant les membranes. Et on a eu beaucoup de retours d'expérience de l'exploitant par rapport au colmatage des membranes de Tchadjaï. C'est pour cela qu'avec Fatick, on a un pré-traitement qu'on a installé avec des filtres à sable. En plus des filtres, on a 2 batteries de microfiltration avant d'attaquer les membranes. Normalement, ils sont choisis juste 4 projets. Et par exemple, dans l'annonce de cette année-là, ils ont pris 4 projets en Sénégal, mais par exemple, ils étaient presque tous d'infrastructure et de tourisme. Il n'y avait aucun projet de l'eau, mais il y a la possibilité en fait. Par rapport à l'aspect écologique, bon, on a eu, c'est toujours dans ce cadre-là, parce qu'on connaît la sensibilité et l'importance de cette zone où on a implanté l'usine. Quelles sont les stratégies d'entretien, d'amortissement et de pérennisation des unités de dessalement? Donc on exploite des usines ici au Sénégal, Tchadjaï, Fatick et Foundiougne. Les stratégies elles sont assez simples. Il y a la stratégie électromécanique qui est classique dans les usines, moteur, maintenance préventive, etc. Et la spécificité des membranes, ça va être le lavage et la protection préalable avec notamment l'injection de réactifs. Donc après, il y a toute une stratégie de savoir est-ce qu'on lave régulièrement au risque de détruire les membranes plus rapidement, est-ce qu'on espace au risque de colmater irréversiblement. Donc ça nécessite une surveillance qui est quotidienne. Chez nous, on n'utilise pas de produits chimiques. On fait microfiltration et l'osmose inverse à basse pression. On ne prend pas de produits chimiques. Les produits chimiques, on les utilise pour nettoyer les membranes. Et c'est l'acide. Et l'acide, à la fin, on le neutralise avec la base. Et c'est fini. C'est vrai que l'avantage des technologies membranaires avec les petites unités, c'est d'éviter les produits chimiques.
pas de produits chimiques et vous avez des abattements de l'ordre de 99%. Il y a des pays où on recommande le fluor, on vend des solutions fluorées pour renforcer la dentition. Si les industriels accompagnent les universitaires, il est possible que ces rejets soient concentrés, valorisés, qu'il y ait des selles de table fluorées pour commercialiser pour le Sénégal. Ce n'est pas impossible. Je travaille sur la mécanique des fluides, mais je suis là en tant que directeur de bienfait sciences et technologies. On travaille sur la chimie analytique. Je suis chargé de l'emploi de son analyse pour l'intégrer dans le périmètre qu'on peut exploiter. Alors, je suis chimiste, je travaille dans le domaine de l'eau, directeur technique de l'entreprise Clairvaux. Tout le monde, moi c'est Sario Kamara. Je travaille essentiellement sur les questions environnement et assainissement. Je suis chargé de projet pour la station de dessalement. On travaille. Bonjour, bonjour. Et ma spécialité c'est chimie analytique et chimie de l'eau. Ma spécialité c'est la chimie de l'eau, chimie organique, chimie de l'eau. Je suis à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, responsable du laboratoire d'analyse de l'eau. Aujourd'hui, on exploite des unités de dessalement, notamment à Fatick et Foundiougne, ce qui permet de suivre et d'avoir une petite expérience dans le dessalement. Donc, je suis chimiste, chimie physique appliquée à la production. Je suis chimiste également. Et ma spécialité, c'est la chimie de l'eau et la chimie inorganique. C'est ça qui est. On vous demande, s'il vous plaît, évitez les problèmes trop globaux. Par exemple, on n'a pas de budget. On va voir que dans chaque secteur, vous allez avoir les mêmes problèmes. La disparité par rapport à la ressource, l'OMS, is coming, so we try to change. Because we reserve the room. Donc pour là, déjà, il y a deux parties en trentaine. Ceux qui sont sur le lac, vers là où on fait les marchés, et il y a les autres qui sont sur le parti. Annonceur du pouvoir. Non seulement la contamination par les eaux usées, beaucoup, donc le biseau avance. Il y a dû au problème de Sa création est basée sur ça, donc nous avons une IFR, un département qui gère le problème d'eau. Et je crois que ce n'est pas aussi uniformément réparti. L'information sur les nouvelles technologies. Et donc il s'agira, la première proposition, c'est de rendre opérationnel le fonds bleu et accompagner les acteurs à capter ces fonds. La deuxième proposition, c'est la démultiplication des unités de traitement pour la production d'eau potable. Donc une demande d'équiper les laboratoires, mais aussi le financement de la formation et de la recherche dans le domaine de l'eau. Et nous avons dégagé aussi 3 grands pôles. Le premier, c'est transfert d'eau et dessalement, valorisation des eaux usées et eau de pluie, renforcement des capacités, premier grand pôle. Deuxième grand pôle, mise en place d'un organe de régulation, création d'un cadre de concertation. Troisième grand pôle, formation sur les équipements et l'exploitation, formation continue pour les certificants et renforcement des capacités. On voit qu'il y a des points qui se recoupent.
cela traduit la réalité du terrain. Tout est parti du fait de dire que nous, en tant qu'universitaires, nous travaillons dans le domaine de l'eau, nous voulons aller vers des installations, des études comme ce qu'on a vu chez eux. Ce qu'ils nous ont dit, la première chose, c'est d'être sûr des problèmes que nous allons attaquer. Pour attaquer ces problèmes, nous ne pouvons pas le faire comme ça. Il faut qu'on organise un atelier au Sénégal où on réunit tous les acteurs pour être sûr que nous ne nous trompons pas de cible. Voilà un peu ce qui est l'origine, en tout cas, de cette rencontre. Et c'est ce qui a fait que... Et c'est à partir de là que l'ITC, dans le cadre de ce projet, a accepté de financer l'unité de formation à l'université Assane Seck de Ziguinchor, qui a été qu'on a pu exposer hier. Alors, à côté de l'ITC, dans le cadre de l'organisation, pour préparer cet atelier, nous avons beaucoup travaillé avec Air Centre. Et remercier les bailleurs, c'est l'Interreg MAC. Interreg MAC, c'est eux qui ont financé. Remercier aussi ceux qui nous ont accueillis ici, donc le Centre culturel espagnol, c'est-à-dire Cervantes. Terminer par nous-mêmes, remercier tous les participants.